Est-ce que le plus grand problème de la Guinée ne serait pas l'ignorance de la masse et l'égoïsme de la minorité consciente? L'ignorance de la masse, cette masse-là qui ne sait pas pour qui voter, qui suit tout le monde parce qu'elle voit que les gens partent comme ça, comme un troupeau, et l'égoïsme de la minorité consciente, les gens qui sont intellectuels, qui sont peut-être aux affaires, qui doivent diriger, qui doivent décider pour tout le monde. L'égoïsme de ces gens-là, est-ce que le problème de la Guinée, ce n'est pas ces deux mots, l'ignorance de cette masse et l'égoïsme de cette minorité consciente? Ah oui, en fait, selon moi, en fait, cela dépend. Vous savez, quelque part, les Guinéens, ils sont victimes, en fait. Victimes de quoi? Victimes de la méchanceté de leur, soi-disant, l'élite. Okay. Vous voyez? Ça a été toujours le cas, en fait, ici chez nous. Depuis l'arrivée des colons. Quand ils étaient là, ben, ils ont utilisé ceux qui étaient les chefs cantons là. C'est eux qu'ils avaient utilisés pour pouvoir... pour asservir les autres. Voilà. Donc, c'est ce qui continue. C'est cet héritage-là colonial que nous subissons jusqu'à aujourd'hui. Okay. Vous voyez, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, on le sait, ils sont là, ils amadouent. Ils amadouent le peuple inconscient, le peuple naïf. Vous comprenez? Ils profitent de la naïveté de tout le monde. Après, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont d'autres appareils qu'ils utilisent. Hein. Voilà, si on prend l'appareil ethnostratégie, voilà, ils utilisent tout cela, tous ces appareils-là, dans le but d'amadouer malheureusement leur famille, parce que c'est pas d'autres personnes, ce sont les cousins, les papas, les babas, voilà, leur propre sang, quoi, en fait. Il y a quelqu'un qui a dit que lui, il aimerait que les gens qui n'ont pas été à l'école, des gens qui ne sont pas instruits, des gens analphabètes, que ces gens-là ne votent pas. Parce que c'est des gens qui ne savent pas pour qui ils votent, c'est des gens qui ne savent pas pourquoi voter, quels sont les projets pour lesquels je vote, pourquoi cette personne, pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est des gens qui ne partent pas sur ces interrogations pareilles, sur des analyses profondes pour voter pour une personne. Moi, par exemple, aujourd'hui, je ne dis pas forcément que je suis le mieux placé pour voter, mais si je dois voter pour toi, j'ai ton projet, je sais pourquoi je dois voter pour toi, je sais d'où tu pars, je connais ton histoire, je connais ton passé. Là, je sais que je peux voter pour toi. Mais peut-être ma maman ou ma grand-mère qui est à la maison, qui n'a pas été à l'école, qui ne connaît pas du tout la personne en face pour laquelle elle vote, parce que la personne a juste été là-bas pour dire « maman, vote pour moi » et pas voter. Quand cette personne vote, c'est que cette personne n'encourage pas, n'a pas fait un bon choix. Vous savez, comme je venais de le dire tantôt, nous sommes victimes. Vous savez, quand on parle de la démocratie, la démocratie occidentalisée, comprenez, cette démocratie-là, est-ce qu'elle est faite pour nous? Est-ce que au moment où on introduisait la démocratie dans la gouvernance des États africains, en l'occurrence le cas de notre pays, est-ce que le peuple était mûr pour accueillir cette nouveauté dans nos systèmes de gouvernance? Vous comprenez? Voilà. Est-ce qu'on avait cette maturité? Par exemple, ce que tu dis. Si tu prends une population dont, si tu veux, 80% ne sait ni lire, ni écrire, ni interpréter les textes, ben, comment vous voulez que ces gens-là, ils fassent le bon choix? Ben, on vote parce que en demandant le nom de l'élu, il s'appelle comment? Il s'appelle Ibrahima Bangoura. Ibrahima Bangoura, Sosé Nanaki. Il s'appelle Alpha Diallo. Alpha Diallo, Foulé Nanaki. Il s'appelle Amadou Kondé. Alman Kondé, Maniké Nanaki. Vous comprenez? Donc, c'est cette orientation que, malheureusement, que nos parents là, 90% qui ne savent ni lire ni écrire, à plus forte raison interpréter, voilà, ça vient de là. Vous comprenez? Donc, oui. Est-ce que globalement, le problème de l'Afrique ne serait pas le manque d'organisation? Nous sommes en 2026. Jusqu'à présent, les Africains, dans la globalité, ne peuvent pas s'asseoir sur une même table, discuter de façon crue, de façon sincère des problèmes de l'Afrique. Tu dis, bon, mon frère burkinabé, voici le problème de chez moi.
mon frère nigérian, voici le problème, voici le problème. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce qu'on va faire réellement pour enlever notre continent dans ce marasme-là dans lequel il a existé depuis des années? Est-ce que notre problème, ce n'est pas ça? Cette volonté de discuter, cette volonté de s'organiser? Oui, ça c'est une question très importante. Mais vous savez, le cas de l'Afrique, c'est pas une situation facile à décortiquer. Notre frustration, nos difficultés viennent de très loin. Vous comprenez? Si ce que tu dis, c'est très beau de dire ça, moi, mais je considère ça comme une utopie. Parce que pourquoi? Parce que les colons là, parce que là, vraiment, je me base sur eux parce qu'il faut attaquer le problème à sa racine. D'où viennent les problèmes de l'Afrique? Les problèmes de l'Afrique ne sont pas tombés du ciel. C'est une organisation qui a été mise en place par un système déjà en avance par rapport à la réalité. C'est séculaire. Vous comprenez? Donc, pour défaire ça, il faut beaucoup d'efforts, il faut beaucoup de réflexion, il faut beaucoup de sincérité, il faut beaucoup de sérieux. Moi, je pense qu'il y a un manque de volonté chez les dirigeants africains. Vous comprenez? Il y a un manque de sincérité. Parce qu'une fois, il y a une personne qui m'a posé cette question. Est-ce qu'il est possible de rêver un jour d'une Afrique unie? J'ai dit oui, c'est possible. Mais comment? J'en viendrai. La question, voilà. Les États-Unis d'Afrique. Les États-Unis. J'en viendrai. On est en 2026. Oui. Il y a le projet ECO, la monnaie proposée par la CEDEAO, qui a été proposée par les tenants de la CEDEAO. Oui. La Guinée dit qu'elle ne peut pas participer à ce projet-là parce qu'elle est trop fière de sa monnaie. Parce que. Moi, je me suis dit, peut-être que l'approche de la CEDEAO n'est pas bonne, mais en tant qu'Africain, personne ne pourrait critiquer l'idée d'une monnaie commune pour l'Afrique. Selon moi, c'est une bonne intention, c'est une bonne idée. Peut-être que la Guinée n'a pas trouvé l'approche bonne, mais en tant qu'Africain, on peut discuter ensemble pour dire, bon, peut-être que la stratégie que vous avez proposée là, ce n'est pas bon. On peut faire ceci, on peut faire cela. Je me demande pourquoi ces genres d'approches, ces genres d'idées ne peuvent pas être possibles pour le moment en Afrique. Oui, s'asseoir et discuter tranquillement des vraies questions. Des vraies questions, parce que tu sais, le cas par exemple de l'intégration monétaire là, tu sais, j'ai l'habitude de dire que nous, Africains en général, mais le cas particulier de la Guinée que je maîtrise, je parle avec humilité bien sûr et modestie. Je peux pas me permettre que je maîtrise, mais que je connais un peu, vous voyez. Au fait, j'ai l'impression qu'on bondit sur le développement. Vous comprenez? On veut aller arracher le développement. Le développement ne s'arrache pas, ne s'arrache pas. Hein? Le développement, c'est un processus. On suit les étapes, on respecte les étapes, on travaille dur, avec tout le sérieux, bien sûr, avec le concours de nos homologues étrangers, hein, nos partenaires financiers techniques, hein, vous comprenez? Donc, c'est avec l'ensemble de ces efforts-là qu'on peut mettre en place des vrais programmes de développement. Par exemple, si tu prends l'intégration économique, monétaire, la Guinée, si elle reste prudente par rapport à cette intégration, là-bas, quelque part, si cette réserve-là vraiment est justifiée sur une vraie base, très bien réfléchie. Une réserve sincère. Sincère, je peux me dire, oui, peut-être, je peux leur accorder un crédit. Mais si c'est comme ça, parce que tout simplement, fierté, de quelle fierté il parle? Non, c'est pas une question de fierté. D'abord, par exemple, si on prend le cas de la CEDEAO, vous savez, il y a un problème de fond au sein de l'institution CEDEAO. Voilà, c'est quoi ce problème de fond? Parce qu'il faut des garanties des institutions. Il faut une véritable garantie de ces institutions-là. Vous savez, la CEDEAO, c'est une institution qui est très, très fragile. Elle est vulnérable. Tantôt. Il a surtout montré ses faiblesses. Depuis, on le sait, nous le vivons. Nous vivons actuellement. Donc, comment est-ce qu'un pays peut se dire, moi, je vais intégrer au système monétaire de la CEDEAO. Pendant ce temps, en même temps, la CEDEAO a du mal à dialoguer avec les pays qui quittent l'institution. Et il y a des problèmes de sécurité, les problèmes de base. Il y a les problèmes juridico-institutionnel. Vous voyez, donc, comment est-ce que, par exemple, la Guinée a quelle garantie en cas
des contentieux vrais, des réels contentieux avec ces pays homologues, où est-ce qu'il y a la CEDEAO, la justice CEDEAO, est-ce qu'il a une certaine force de contrainte? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Donc, si la Guinée reste sur ses fins par rapport à cette question et que vraiment on vérifie de fond en comble que vraiment c'est vrai, c'est sérieux, on peut dire, ah oui, quand même, c'est réfléchi. Mais si c'est juste par rapport à la souveraineté monétaire, comme certains font cette apologie, ou bien à la fierté. Oui, ben, donc tu penses que les autres pays là qui cèdent quelque part leur souveraineté, hein, en faveur d'une intégration économique monétaire, ben, tu penses qu'eux, ils ne sont pas fiers, ils sont fiers. Mais il faut qu'on fasse attention par rapport à ces questions-là. Parce que dire que oui, nous sommes attachés à notre souveraineté, mais il faut quand même regarder ailleurs ce qui se passe. Vous comprenez? Ici même, si tu prends l'Union européenne aujourd'hui, c'est l'une des monnaies les plus puissantes au monde, même face au dollar, même face à la monnaie britannique, là, je ne sais pas comment on l'appelle. Voilà. Mais c'est parce qu'il y a cette convergence, cette union des États forts économiques, l'Allemagne, la France et autres, c'est ce qui a fait de l'euro ce qu'elle est. Si aujourd'hui, nous aussi, la Guinée, il ne faut pas quand même, on ne peut pas rejeter en bloc. On ne peut pas rejeter en bloc. Non, ce que je veux dire, la Guinée a une place centrale dans l'économie de la sous-région. Donc, si on arrive à convaincre la Guinée à rejoindre cette union monétaire, c'est une force pour la CEDEAO. Moi, je trouve qu'on n'a même pas besoin de convaincre la Guinée. La Guinée doit savoir que c'est un projet noble. Pas que pour aujourd'hui, pas que pour peut-être cette génération-là, mais c'est pour le futur. Il y a l'euro qui est en train de dominer le monde. Il y a le dollar qui est en train de dominer le monde. Mais où est l'Afrique dans tout ça? Pourtant, on s'est dit qu'on est un continent noble. Oui, l'autre noblesse, vous savez, ça c'est des questions, voilà, à réfléchir parce que, tu sais, les Africains, on aime beaucoup dire des gros mots sans connaître réellement le fond des mots. Voilà, mais vous savez, la souveraineté africaine, vous avez, comme moi je le dis, souvent, nous les Africains, nous c'est selon moi, hein, nous aimons bondir sur le développement, aller arracher, brûler les étapes. Le développement, c'est le processus, c'est l'étape par étape. Voilà. D'accord. Est-ce que l'immigration irrégulière ou clandestine, peu importe le mot, n'est pas la traduction d'un certain désespoir juvénile? Les jeunes sont tellement désespérés de l'Afrique qu'ils préfèrent la quitter. Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est la question de notre ère. Oui, c'est la question du millénaire. L'immigration dans sa globalité. Ben, il faut définir. L'immigration, c'est le fait que quelqu'un décide, avec ses raisons, d'accord, de quitter, d'abandonner tout chez lui et après aller chercher ailleurs. Vous comprenez? Et donc, vous pensez que un individu du jour au lendemain peut se lever comme cela, abandonner tout et partir parce qu'il y a la lumière de l'autre côté là-bas? Parce que je ne sais pas quoi, il y a des raisons. Ces raisons-là, c'est ces raisons réelles-là, des raisons concrètes-là, dont on doit parler. Entre nous. Entre nous, en toute franchise. Et puis, c'est le lieu et le moment d'interpeller la conscience des dirigeants de ces pays-là, les pays où la plupart, malheureusement, comme tu l'as dit, la couche juvénile tente d'aller chercher le bonheur ailleurs. Malheureusement, vous voyez. Donc, moi, je pense que si vous voulez, on peut vraiment rentrer dans cette histoire-là parce que c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup. L'immigration clandestine, malheureusement, qui est en train qui est endeuilleux des familles. Mais vous et moi, je ne pense pas. Je parle bien sûr avec humilité et modestie. Je pense qu'il y a peu de familles aujourd'hui qui n'est pas quelque part endeuillées par ce fléau-là. Voyez, donc je pense qu'on doit s'attaquer aux racines de ce mal, parce que l'immigration clandestine était mal. Et puis c'est une honte. Une honte pour l'Afrique. Une honte pour l'Afrique ou les pays du tiers-monde. Parce que ce n'est pas que... Parce qu'il faut qu'on soit quand même un peu plus large, ce qu'on dit. Ce n'est pas que l'Afrique seulement qui tente d'aller chercher le bonheur ailleurs. Il y a aussi en Asie du Sud, en Amérique latine, on le voit. C'est ça, ce sont des... L'immigration clandestine est pratiquée par des pays où la population est frustrée. Ok, c'est le résultat d'une certaine frustration. Mais bien sûr. Mais il faut voir, voilà.
C'est triste. Et puis c'est honteux aussi. Oui, c'est honteux. Et où sont les dirigeants de ces pays-là? C'est pourquoi des fois je me dis, ben, quand les gens parlent, je ne comprends pas de quoi ils parlent. Quand ils disent nous sommes souverains, nous sommes fiers de nous, ouais. Vous êtes fiers de vous pendant qu'en même temps vos enfants, vos petits-enfants sont en train de se noyer là-bas en traversant la Méditerranée, mangés par les poissons. C'est quelle humiliation ça? Vraiment, je ne comprends pas. Oui. Oui. C'est quoi les racines au-delà de la frustration? Les racines, ben, comme on dit, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées dans la mesure où il faut qu'on parle de manière très simple et concrète. La responsabilité à 99,99% incombe aux dirigeants de ces pays-là, où les enfants-là, où les gens-là quittent pour aller chercher le bon. Dans la Convention de Genève, l'article 1er, si je ne me trompe pas, à vérifier, de la Convention de Genève, stipule que toute personne ayant eu peur ou toute personne qui craint d'être persécutée en raison de ses passés, en raison de son appartenance à un parti politique, en raison de son orientation sexuelle, en raison de son groupe ethnique, etc., vous comprenez, qui fuit son pays avec raison et qui prouve qu'effectivement, oui, il a quitté son pays parce que c'est ça, cette personne mérite d'être protégée. Vous comprenez? Donc, il y a aussi, au-delà de ça, ça c'est l'aspect juridique, oui. Maintenant, au-delà de ça, il y a l'aspect économique. C'est la pauvreté, parce qu'il faut qu'on parle quelquefois, il faut qu'on se dise les mots tels qu'ils sont, quoi. La pauvreté chronique. C'est la pauvreté chronique qui fait que ces gens-là, nos frères, nos mamans, nos sœurs, nos tantes, nos neveux, nos cousines, etc., quittent tout, ils abandonnent tout. Vous pensez qu'il est facile pour une personne de quitter tout son pays où il est né? Quitter sans couper le cordon ombilical. Ombilical. Comme on le dit dans certains pays, on dit, mais monsieur, pourquoi vous avez quitté chez vous? Monsieur, pourquoi vous ne voulez plus retourner chez vous? Tu sais ce que les gens disent? Ils disent, moi, j'ai quitté chez moi. C'est parce que c'est ça. Ils disent, que craignez-vous en cas de retour chez vous? Ils disent, monsieur, moi, je ne veux même pas vous parler de la crainte. Je vous dis, je préfère mourir ici. Et si je meurs, je vous prie, s'il vous plaît, ne même pas rapatrier ma dépouille dans mon propre pays. Ils ne veulent même pas être enterrés dans leur pays d'origine. Non, parce que... Mais c'est comme ça. L'être humain, tous les humains veulent le bonheur. L'être humain va où il y a le bonheur. Même si on disait aux gens que dans l'enfer... Il y avait le bonheur. Il y a le bonheur là-bas. Les gens, ils vont aller dans l'enfer pour arracher le bonheur. C'est normal. Comme certains disaient, ils disent que si le bonheur se trouve dans la gueule du serpent, il dit, je suis prêt à mettre ma main dedans pour que je prenne. Mais il faut dire que la nature humaine, l'être humain, n'est pas sa nature, veut le bonheur, aime le bonheur. Et c'est normal. C'est normal aussi. Donc, ces gens-là qui partent, qui quittent chez eux ici pour aller en Europe, ils ne vont pas parce qu'ils veulent aller là-bas. Vous comprenez? Donc, ils vont là-bas parce que les infrastructures, normalement, qui devaient les permettre vraiment de bien vivre, ne sont pas mises en place. Il faut qu'on dise la vérité. L'État est absent. L'État est absent. L'État est absent, malheureusement. Imaginez, ici en Guinée, le cas pratique de la Guinée, des jeunes qui finissent leurs études. Combien de promotions par an? Il y a des milliers, des dizaines de jeunes qui finissent leurs études, ils restent comme ça abandonnés à eux-mêmes. Il n'y a aucune structure gouvernementale qui les protège, qui les permette vraiment d'être orientés soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Mais leur dernier espoir, c'est quoi? C'est d'aller où ils espèrent trouver le bonheur, là-bas, l'Eldorado. Ils n'ont plus peur de la mort. Oh, non, mais il y a des jeunes qui me disent, mais grand, moi je traverse. Ils disent, grand, il n'y a qu'une seule vie. Et si c'est la vie de la Guinée, je préfère mourir là-bas en traversant la Méditerranée. Et c'est ce qu'ils mettent en pratique.
C'est parce que, quelque part, ici, l'État, malheureusement, est absent. Vous savez, il y a 10 ans, 20 ans, moi, je pouvais dire que oui, mais ces jeunes-là, ils sont inconscients, ils prennent la mer. Mais on était jeunes. Mais aujourd'hui, avec la sagesse, vous comprenez, avec l'âge, avec la réalité pratiquée, on se rend compte que ces gens-là, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de l'inconscience. Ce n'est pas de l'inconscience. Loin de là. C'est parce que, quelque part, il y a des gens qui ont failli à leur mission. Est-ce que tu crois au développement de l'Afrique, sincèrement? En toute sincérité, vous savez, ça c'est des questions. Oh, oui, bien sûr. Je suis optimiste. Comme dit Tiken Jah Fakoly, notre aîné, notre bien-aimé, oui, bien sûr. L'Afrique, il n'y a pas de raison que l'Afrique ne pourra pas se développer. Attention, il y a des États africains qui ont prouvé comme quoi on peut se développer. Bien sûr, on peut en citer ici. Ben, c'est pas loin ici, au Ghana, ici, là. Il faut voir au Ghana, ici, il faut regarder la Côte d'Ivoire. Il faut voir le Sénégal, le Nigeria, le Kenya et autres. Là-bas, Afrique du Nord, là-bas, il faut regarder. Il faut voir Kenya, l'Éthiopie. L'Éthiopie, aujourd'hui, l'Éthiopie a une compagnie internationale qui survole tous les cieux du monde. Et qui a du crédit. Tu comprends? Donc, il n'y a pas de raison que l'Afrique ne pourra pas se développer. Mais comment? La bonne question qu'on doit se poser. Comment? Quelle stratégie? Quel plan? Quel programme l'Afrique, dans sa globalité, doit avoir pour pouvoir un jour espérer se développer? Et j'insiste sur un point qui est important. Pour moi, le développement, ce n'est pas seulement l'indice économique. Hein. Le développement, c'est l'évolution aussi des mentalités. Révolutionner les mentalités. Changer de mentalité. Voilà. Est-ce que ce développement doit se faire à rang dispersé? Le Mali, de l'autre côté, gère ses problèmes là-bas. Même si le Mali est en train de s'écraser, même si le Mali est en train de s'éteindre, personne ne se soucie d'eux. Si, de l'autre côté, la Côte d'Ivoire a des soucis, la Côte d'Ivoire évolue seule de son côté, aucun État africain ne peut se soucier d'elle en tant que Côte d'Ivoire. Est-ce que ce développement-là, il peut voir jour tant que l'Afrique continue d'avancer à rang dispersé? Ça, c'est une question très importante. Vous savez, le cas de l'Afrique, comme je vous ai dit, notre cas... c'est complexe. Il ne faut pas vivre dans l'Éthiopie aussi. Il faut vivre dans la réalité. Vous comprenez? Le cas de l'Afrique, quelque part, vous savez, nous sommes segmentés, on est divisés. Tu comprends? Géographiquement. Géographiquement, oui, mais aujourd'hui même, conceptuellement. Tu comprends? Voilà, c'est malheureusement, je ne sais pas ceux qui ont été à la base de cela, ils ont réussi, hein. Ils ont réussi. Maintenant, nous, pour défaire cette structure mise en place par voilà, ça, il faut beaucoup de travail de fond. Il faut une véritable sincérité, volonté de la grande Afrique. Voilà, parce que quand tu prends les Américains, je ne sais pas c'est combien d'États, 50 combien d'États? 54 ou quelques. L'Afrique, c'est combien d'États? Je ne sais pas, 52 ou quoi. Les Américains, tu sais de quoi ils parlent? Ils disent Great America, great, la grande Amérique. C'est pourquoi si tu prends ici, Grande-Bretagne, ici, yeah, Great British. Ils incarnent cette grandeur. Oui, la grandeur, la grande Afrique, la grande Amérique, la grande Chine. Tu comprends cette grandeur-là. Mais ce n'est pas une grandeur avec fierté mal placée, mais une grandeur au vrai sens du terme. Une fois, lors d'un de mes colloques qu'on a tenu avec Michel Collomb. Michel Collomb, c'est un journaliste, investigateur belge. Lors d'un colloque qu'on a tenu à Paris, à Nanterre, quand ils m'ont donné la parole, j'ai dit, le thème, c'était par rapport à l'Afrique postcoloniale, si j'ai la bonne mémoire. Vous comprenez? J'ai dit, mais l'Afrique aussi peut se développer. Il n'y a pas de raison qu'on ne pourra pas se développer. Tu sais pourquoi il n'y a pas de raison qu'on ne pourra pas se développer? Parce que nous sommes intelligents aussi. Combien nous sommes des sous-hommes? Figure-toi qu'en 2026, la grande majorité des pays africains n'ont pas atteint encore l'autosuffisance alimentaire. Comment on peut faire miroiter le concept de développement dans un continent où les gens ne parviennent pas encore à manger 2 fois par jour? Il y a des gens, pour manger 1 fois par jour, c'est un luxe pour eux. Comment tu peux parler de développement à un tel individu? Voilà, dans un premier temps, je finis ce que je disais tout à l'heure par rapport au rêve du Great Africa, la grande Afrique.
moi, je suis optimiste qu'un jour, il y aura une génération, on ne sait pas d'où elle viendra, il y a une génération qui viendra dire maintenant, il faut qu'on soit ensemble, we all Africans, on soit ensemble pour qu'on ait la grande Afrique. Mais c'est possible parce que il y a des élites, il y a des intellectuels, il y a des grands savants, il y a des grands ingénieurs africains. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays au monde où tu ne verras pas un Africain quelque part dans les grandes institutions, dans les grandes usines, dans les grandes inventions. Si tu prends l'Afrique du Nord, l'Afrique Sud ou je ne sais pas quoi, en tout cas dans sa globalité. Donc moi, par rapport à ta question là, avant qu'on ne vienne à ce que tu dis, moi j'ai cet espoir là, optimiste, qu'un jour, il y aura une génération qui viendra. Cette génération rendra l'Afrique sa fierté qu'elle a perdue depuis. D'accord, d'accord. Chère communauté, aujourd'hui, c'est comme ça, on introduit ce numéro du podcast Dissidence. Invité exceptionnel, je vous donne l'opportunité de vous présenter à ma communauté. Voilà, de manière très modeste, moi, c'est M. Chouma Mohamed. M. Chouma Mohamed, juriste de formation, et voilà, juriste de formation, penseur libre, voilà, soucié de grandes questions de l'Afrique, et aussi, voilà, la Guinée, en l'occurrence, on comprenait donc les grandes problématiques liées à la géopolitique mondiale, etc., voilà. Donc, merci, bienvenue dans notre podcast. Ici, on parle cru, ici, on parle comme on veut, pas comme les gens voudraient. Ici, on parle selon notre propre écosystème réflexionnel. Tu es sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, j'étais sur les réseaux sociaux. Tu n'es plus sur les réseaux? Je ne suis plus sur les réseaux sociaux parce que, vous savez, les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication et de travail que Dieu nous a doté à ce 21e siècle pour pouvoir vraiment faire progresser, faire bouger le monde. Mais malheureusement, moi, quand j'ai vu les réseaux sociaux, comment ça se passe là-bas, par exemple, si tu prends le Facebook là, le Facebook, c'est un outil de travail. Mais malheureusement, nous, notre communauté, particulièrement communauté guinéenne, on en fait un réseau d'humiliation, d'insultes, d'injures, de je ne sais pas quoi. Donc, quand j'ai vu le comportement de nos compatriotes là-bas, je me suis dit, ce milieu-là, moi, personnellement, je me retire. Je me retire. Depuis 2015, je ne suis pas... Il y a beaucoup qui me demandent, mais quand tu étais là-bas, tu apportais vraiment ton expertise, c'était utile, mais tu n'es plus là-bas parce que, voilà, mais ça c'est personnel. Voilà. Donc, je ne suis pas sur Facebook. TikTok aussi, je ne suis pas sur TikTok. Vous comprenez? Après, quoi encore? Il y a Instagram. Non, je ne suis pas sur tout ça. Le seul endroit où tu peux me retrouver, c'est sur WhatsApp. Et WhatsApp aussi, de temps en temps, quand j'ai le temps, j'ai des petites pensées positives là, je fais ma petite contribution. Tu ne sens pas que tu es déconnecté du monde? Oh non, je ne suis pas déconnecté du monde dès lors que, voilà, moi je suis informé de ce qui se passe, le plus important, voilà, discrètement, voilà, je suis informé, voilà, jusqu'à la dernière information, voilà, tenue par la presse. La presse internationale et continentale, écrite et orale. Voilà, donc moi je pense que je ne suis pas déconnecté du tout. Je suis connecté avec les vrais, quand même vérifiables. Parce que les réseaux sociaux là, il y a beaucoup de fakes. Hein. Des fakes, tu vois, des informations non vérifiables. Et quelquefois, si tu fais pas attention, ça te perturbe. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi moi je préfère être avec les médias, au moins les officiels, quoi. Ça n'engage que moi. Pour ceux qui ne le savent pas, tu es membre de la Black Mafia. Comment tu deviens membre de ce grand groupe, de cette grande institution en Guinée? Oui, ça c'est une question importante. La Black Mafia, c'est une structure, c'est une institution aujourd'hui qui est à la dimension internationale, organisée, vous comprenez, et une institution qui fait la promotion de bonnes valeurs, les mœurs, vous comprenez, qui
qui est là au centre des mœurs, vous comprenez, qui rassemble et qui unit et qui rassemble, vous comprenez. Donc, pour être membre de la Black Mafia, ça c'est une autre procédure, quoi. Okay. Vous comprenez, c'est une autre procédure. Et vraiment, pour ceux ou celles qui seront intéressés, ils peuvent se référer à le manager de Black Congo General, Dakana Zion, Justice. Ils peuvent se référer à lui. Ah ben, il va leur expliquer les conditions d'adhésion à la Black Mafia. La Black Mafia est une institution qui est ouverte à toutes et à tous. Vous comprenez, dès lors que vous êtes là pour faire la promotion de la paix, des bonnes mœurs, vous comprenez, et puis vous êtes les bienvenus, c'est pour tout le monde. Hein. Okay. Quand on t'entend parler, de par le timbre vocal, on sent que tu es un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui incarne une certaine révolution pour l'Afrique. Et tu es le produit d'un pays qui a eu un grand révolutionnaire de par le passé, Sékou Touré. Est-ce que personnellement, il t'inspire? Est-ce que c'est un modèle pour toi? Vous savez, ça, c'est des questions... je reste un peu prudent là-dessus, vous comprenez? Parce que Sékou Touré m'inspirait dans la mesure où avec ses collègues, bien sûr, ses compatriotes, et ses homologues africains, ils se sont battus pour notre indépendance, oui. Ils se sont battus pour l'indépendance, mais après ils ont dit indépendance, mais je pense qu'ils ne se sont pas posé des questions réelles, concrètes après l'indépendance. Qu'est-ce qu'on fait de notre liberté? Vous comprenez? Parce que si, quelque part, il y a un démon qui est en train de me détruire, après, mon frère vient, mon frère sang, il vient, il dit, ben, je veux te débarrasser de ce démon-là. Après, mon frère qui vient, après le départ du démon, mon frère, lui, il me décapite. Il me décapite. Donc, quelque part, je me dis, est-ce qu'ils se sont posé des bonnes questions, à savoir, qu'est-ce que nous faisons de cette liberté? Parce que jusqu'à aujourd'hui où nous sommes là, voilà. Qu'est-ce que Sékou Touré particulièrement a fait de cette liberté? Vous savez, franchement, comme je disais, c'est des questions un peu sensibles, vous voyez. C'est des questions un peu sensibles parce que cette liberté, moi, je pense qu'on n'est pas libre. Vous voyez, on n'est pas libre. Ils nous ont laissés dans la boue. Vous comprenez? Ils nous ont opposés avec les Occidentaux, nos homologues étrangers, en l'occurrence la France. Ils nous ont mis à mal avec la France, vous comprenez? Voilà, cette liberté-là, ça a été prise de manière, selon moi, ça n'engage que moi, et je l'assume, pas bien réfléchi, pas bien préparé. Vous voyez, après, jusqu'à présent, nous sommes dans la boue, on est en train de patiner, on essaye de sortir au bout du tunnel, mais voilà, ça reste... Il y a du travail de fond qu'il faut faire. Parce que jusqu'à présent, la France ne nous a pas pardonné. Et il reste des siècles pour qu'on soit pardonné. Faut-elle qu'elle nous pardonne? Mais bien sûr, il faut qu'elle nous pardonne. Vous savez, il faut qu'on soit sincère. Il faut qu'on soit sincère. Il faut que cette sincérité-là nous permettra vraiment de voir le chemin de où on veut aller. Vous comprenez? Des personnes qui ont été capables de venir amadouer vos parents, vos ancêtres, les coloniser pendant 400 ans, je ne sais pas si c'est l'esclavage qui est 400 ans ou la colonisation, qui était capable de venir vous esclavagiser, ensuite vous coloniser, vous comprenez? Déporter, de par la force, que tu le veuilles ou pas, ces gens-là, ils ont tout de notre pays, tous les secrets de notre pays. Le plan de la Guinée, ils ont tout. Ces gens-là, avec eux, on doit faire la véritable, diplomatie, voilà, gens intelligents, il faut qu'on soit très intelligent avec eux. Sinon, après eux, ils ne parlent pas. Vous parlez, ils vont dire, ok, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est écrit, ça reste, ça ne bouge pas. Vous comprenez? Donc, il faut qu'il y ait un vrai travail de fond. D'accord. Oui. Sékou Touré, il est beaucoup plus admiré pour cette grande fierté qu'il a plantée depuis son arrivée. Une fierté que tout Guinéen brandit, même quand un bébé guinéen naît aujourd'hui, quand il doit se réclamer guinéen, il dit Guinéen est très fier. Et cette fierté-là vient de Sékou Touré. Qu'est-ce que tu penses de cette liberté en soi? Vous savez, quand on parle de Sékou Touré, à un moment, oui, il a été président de la Guinée, mais c'est pas Sékou Touré qui a donné l'indépendance à la Guinée. Vous comprenez? C'est un groupe collégial qui a travaillé avec des grands techniciens, des grands intellos, des grands réfléchis de la Guinée,
qui se sont donné les mains pour que, on ait cette indépendance. Après, à la tête, c'est normal, c'est comme ça. Dit Sékou Touré, vas-y, on ne sait pas. Moi, personnellement, je ne sais pas très bien comment ça a été bien monté jusqu'à ce que lui, il soit à la tête du pays. Vous comprenez? Mais cette histoire d'orgueil, là, de fierté, là, moi, oui, on dit que libre, oui, mais on n'est pas libre. Au fait, on n'est pas libre. Il faut voir comment on vit chez nous. Il faut voir comment la vie des Guinéens. Comment vous pouvez être fiers pendant que vous, vos enfants, vos arrière-petits-enfants, en train d'aller se stocker, vous comprenez, en bordure de mer là-bas, au Moyen-Orient là-bas, si tu veux même jusqu'à dans le Golfe Persique, hein, aller jusqu'en Turquie. Vous comprenez, il y a des Guinéens partout, ils veulent aller en Europe là-bas, en fuyant ici. Pourquoi ils fuient chez eux? Si tu es fier, tu es fier, tu quittes chez toi pour aller chercher quoi chez les autres. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est incohérent, ça ne prend pas. Vous comprenez? Moi, je pense que cette histoire de fierté, c'est que de l'orgueil. Il faut qu'on reste humble et modeste. Vous comprenez? Nous ne sommes pas libres. Le décor a été mal planté par Sékou Touré. En tant qu'un Guinéen reste, quand il tombe malade, il n'a pas les moyens d'aller se soigner par ses propres moyens, en tant qu'il n'y a pas une structure dans notre pays qui permet aux citoyens les plus vulnérables d'aller se faire soigner. Vous comprenez? En tant que des Guinéens restent là, après leur formation, l'État s'en fout d'eux par rapport au travail. Il y en a qui vont me dire, non, dès lors que tu as fini tes études, oui, il y a les opportunités par-ci, par-là, mais vous comprenez, vous pensez que c'est tout le monde qui a cette possibilité parce qu'il y a ton oncle là-bas qui te donne $2 000 ou bien $20 000 ou bien je ne sais pas quoi pour aller te chercher. Tout le monde n'a pas cette opportunité. Nous, on parle de tout le monde. Ce n'est pas une petite entité de personnes privilégiées. On connaît ça. C'est pas ça. En tant que il y a ce mal-là, on n'est pas libre. La liberté aussi, c'est de pouvoir se soigner, le fait d'avoir droit à une bonne éducation, le fait d'avoir droit à la santé. Tu sais, c'est là-bas, là où nos parents là, ils s'entretuent là pour aller. Tu sais, c'est pas anodin quand ils font tout pour aller là-bas, parce que il y a de ces pays là-bas, on dit couverture maladie universelle. Le Sénégal, je crois que le Sénégal a bien compris. À vérifier, mais je pense qu'ils ont un projet. Mais bien sûr, couverture maladie universelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu tombes malade, c'est l'humain qui prime. L'humain. Tu sais, des fois, quand on va venir dans la religion là aussi, on va voir, hein, qui va rentrer dans le paradis là-bas ou pas. Parce que eux là, on dit qu'ils sont des mécréants, mais ils ont du respect pour l'humain. Oui, ce que je dis est vérifiable. Il y a des gens, quand tu tombes malade, même si tu n'as pas Batanga Kéré, un franc, tu es traité au même pied d'égalité que celui qui est milliardaire là-bas ou bien quoi. Vous comprenez? Ils se soucient de l'humain. Ils prennent soin de l'humain. La vie de l'humain vaut plus que tout. Donc, nous, quand est-ce qu'on va être libre pendant que... Il faut voir ici en Guinée. Je peux me permettre de le dire en haute intelligence que 80% des Guinéens vivent avec moins de $1 par jour. Votre liberté. La redistribution équitable de nos recherches. Vous comprenez? On sait très bien comment c'est redistribué. Voilà. Donc, il y a le travail de fond. Voilà. Tu dis que tu es fier ou bien tu es quoi là? Tu es libre. Tu es libre pendant que tu n'as même pas de quoi manger. C'est paradoxal. Tu es arrogant vis-à-vis des personnes qui ont colonisé tes ancêtres. En même temps, tu vas encore chez eux. Pour chercher quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà, donc moi, cette question-là, vraiment, je reste sous mes fins. Vous comprenez? Notre histoire d'indépendance, là, et quoi, là, je ne sais pas quoi. Bon, je reste sous mes fins. Vraiment, sincèrement, hein, ça n'engage que moi. Hein, et je l'assume. Hein. D'accord. Voilà. Est-ce que ces derniers temps, on n'est pas en train d'assister à la communautarisation à outrance de la Guinée? Ça, c'est des questions importantes, mais avec lesquelles il faut rester méfiant, quoi. La Guinée, elle est communautarisée depuis très très longtemps. Elle est communautarisée. Malheureusement, aujourd'hui, les Guinéens, les soi-disant Guinéens,
parlent de leur ethnie que de leur Guinée. Oui, on parle que de son ethnie. Moi, je suis mis comme Poulo, les Maninka Lendi. Il m'a donné les Maninka Lendi. Les Maninka Lendi. Il est fier de dire Maninka Lendi. Les Soussous aussi disent, il m'a collé sur un tour donc, on doit parler de la Guinée. Donc, cette communautarisation-là, elle profite à une entité, des personnes cachées quelque part là-bas qui instrumentalisent, qui utilisent ça. La Guinée, personne ne peut le cacher. La Guinée, elle est communautarisée. Elle est communautarisée, ça commence ici et jusqu'à l'international là-bas. Si on te dit, ce que je dis, c'est vérifiable. Hein? Tous ceux qui m'écoutent là, ils peuvent vérifier. Aux États-Unis, à New York, là-bas, il y a la mosquée Soussou, il y a la mosquée Malinké, il y a la mosquée Fulani. Vraiment? Une fois, il y a un ami qui m'a invité, pour le respect de sa vie privée, il dit, Souma, il me fait moi. Yamina. Non, c'est Rayamin Nabi. Oui, à New York là-bas. L'inauguration d'une mosquée Soussou. Mais c'est normal. Ah, si tu dis que ta communauté est plus importante, est plus valeureuse, plus noble que la communauté de l'autre, mais tu veux que lui, il laisse quoi? Ou bien lui, ses grands-parents, et ils n'ont pas vécu. D'où le problème. Tu sais, vouloir dire que tu vas amener les autres aussi à faire la même chose. Oui, si tu dis que, oui, il m'a donné les maninka le dit, andamin comme pour l'eau, donc il va qu'on entend sur l'entendre. Mais c'est normal. Il arrive baba courir baba donc c'est comme ça la vie. Voilà. Donc ça, c'est des choses à bannir. On doit tuer ça si on veut voir un jour prospère. Si on doit espérer qu'un jour, même après nous, nos petits-enfants, nos enfants qui viendront, qui vont avoir une Guinée apaisée, il faut qu'on réussisse, nous, cette génération, maintenant là, de réussir à tuer ça. Mais vrai. Mais pour cela, il faut les vraies institutions républicaines, capables de mettre fin à ça. Mais ce n'est pas de la magouille, de la démagogie, dire que oui, non, nous, il n'y a plus de communauté. Mais dans la réalité, ici, je vais te dire une chose aujourd'hui. L'allure dans laquelle la Guinée avancera, si on ne met pas fin à ça, là, ça va faire de la catastrophe. C'est très grave. Quelle allure? Cette communautarisation, cette segmentation, division de notre société. C'est qui les protagonistes de cela, ils ont réussi. Mais ça a leur détriment. Un jour, ils vont payer. Oui, parce que ici en Guinée, aucune communauté ne peut dire que moi je peux vivre en vase clos. Quelque part, on est mélangé et on est obligé de l'accepter parce que tu vas voir qu'il y a une Malinké, c'est ta cousine, elle est épousée par un Soussou. Tu vas voir que ta copine, ta sœur Soussou, elle est épousée par un Peul. Tu vas voir que ta nièce Peul, elle est épousée par un Soussou. Ou bien par un Tchakanké, ou bien par un... C'est comme ça, la Guinée, elle est cosmo. Personne ne peut de faire ça. Voilà, c'est lui qui veut de faire ça. Si tu prends ta région, tu vas là-bas, tu encercles vous restez là-bas. Tu ne vas pas chez les autres. Mais dès lors que tu as quitté chez toi, tu es parti là-bas, ben tes ancêtres ont quitté chez vous là-bas, ils sont partis chez les autres, ben c'est là où c'est une manière de te faire comprendre que tu ne peux pas vivre en vase clos. Oui, tu sais, il y a une démagogie quelque part. Quand ça les arrange, ils parlent de leur communauté. Quand ça ne les arrange pas, après, ils parlent de la Guinée. Mais quand même, il faut que cela cesse. Voilà. Faut qu'on tue ça. C'est trop bas, c'est trop petit. Moi, je le dis souvent et je l'assume. Le communautarisme ou l'ethnocentrisme, c'est pour les faibles. Tu sais, les Occidentaux, Américains, l'Occident, tu sais pourquoi les Occidentaux, ils dirigent le monde? Et aussi, ils vivaient comme nous. Le système là qu'ils ont mis en place, quand ils sont venus nous esclavagiser et nous coloniser, ces systèmes-là, ça existait chez eux. Mais tu crois qu'ils ont inventé? C'était comme ça chez eux. Mais eux, ils ont laissé ça quand ils ont compris. Comment ils ont fait? Parce que quand vous dites... ils ont mis fin au régime dictatorial. Ils ont cherché les criminels les dirigeants, les mauvais dirigeants. Ils les ont cherchés. Ils les ont décapités. Ils disent que ce que vous faites là, c'est pas bien. On le sait. Et ici, en France, il y avait des rois là-bas, non?
C'était l'Église qui mangeait, qui mentait, qui amadouait. À un moment, le peuple s'est dit, ça marche pas. Il faut qu'on arrête ça. Ils ont arrêté et aujourd'hui, ils ont prospéré. Et chez eux, tu es américain. Dès lors que tu pars en Amérique, tu t'intègres. L'intégration. L'intégration, ça veut dire quoi? L'intégration, c'est eux, selon les concepts occidentaux, c'est le fait de te déplacer de par ton gré, parce que ils vont depuis qu'on a laissé l'esclavage et la colonisation, ils ne déportent plus. C'est de par ton gré. Tu te rends chez eux et tu te soumets à leurs principes internes. Tu acceptes que oui, voilà les principes qui sont là, vos règles, vos lois, je les respecte, je les accepte. C'est ce qu'on appelle intégrer. Si tu es intégré, tu deviens comme eux. Ils te donnent leur nationalité, ils te donnent tout. Tout ce que tu n'as pas pu avoir dans ton pays d'origine, ils te donnent. Tu deviens comme eux. Tu as le même pouvoir, tu as le même droit civique que tous les autres Américains. Qu'ils soient rouges, noirs, blancs, jaunes, je ne sais pas quoi. Voilà. Oui. Tu as parlé de cette France-là qui, à un moment donné, l'Église était au centre de la politique. Oui. Est-ce que ça veut dire aussi, quelque part, que le retard de l'Afrique, les religieux sont complices? Quelque part. Non, vous savez, il y a des questions. Je reste très prudent par rapport à ces questions-là. Le retard de l'Afrique, religion. Les religieux. Oui. Qui parle de la religion parle des religieux. Voilà. Religieux et le développement. Vous comprenez? Tu sais, les religions ne sont jamais un obstacle pour un développement. Non, je parle des religieux. Des religieux, des gens qui usent... Oui. Non. En fait, les religieux, le développement, non. Moi, je pense, personnellement, ça n'engage que moi. Vous comprenez? Les religieux, ils sont petites, fines, oui, dans cette histoire-là. Vous comprenez? Les religions, ça, c'est la spiritualité, le culte. Vous voyez? Ça n'a pas d'impact, selon moi, par rapport aux grands projets des pays. Mais dans plusieurs pays africains actuellement, il existe ce qu'on appelle le terrorisme, qui est expliqué, qui est fondé par l'argument religieux. Oui, le terroriste, vous savez, les terroristes, les salafistes là, ça c'est des mouvements créés par ces mêmes dirigeants du monde là, vous comprenez, pour diriger le monde. On le sait. Vous comprenez? Ils disent... religion, c'est eux-mêmes, parce que des fois, quelquefois, c'est eux-mêmes là, la presse internationale là. Ils disent il y a tel terroriste là-bas, pendant que le peuple ne sait même pas c'est quoi ça. Ils créent des concepts. Des concepts, ils les divulguent. Une manière de détourner l'attention de la population mondiale pour assouvir là-bas. Pour leurs besoins, pour se servir des gens. Vous comprenez? Cette histoire-là, moi, je reste sous ma faim. Vous comprenez? Le terrorisme? Le terrorisme, c'est une mafia mise en place par les États. Oui. Donc, le terrorisme n'existe pas en soi. Le terrorisme, vous savez, ça, c'est des sujets très, très sensibles. Vous comprenez? C'est des sujets sensibles. Parler des terroristes. C'est qui le terroriste? Vous comprenez? Les terroristes islamistes, ils viennent d'où? Qui c'est qui les finance? Pourquoi le concept-là, les terroristes? Moi, certains disent qu'ils veulent que la charia soit répandue dans le monde. Oh oui, c'est des prétextes. C'est des prétextes. C'est des prétextes comme font les Américains quand ils veulent détruire, quand ils veulent, comment on appelle ça, spolier un pays. Ils créent une mafia dénommée terroriste. Après, ils vont là-bas, ils créent la zizanie, ils créent la zizanie, après, ils pénètrent dans le système de ces pays-là, ils arrachent les richesses, ils ramènent chez eux. Voilà, ça voilà. C'est comme ça, je comprends. Hein. C'est comme ça, je comprends. Voilà. D'accord. Et est-ce que nous sommes en train de tuer ou de construire la liberté d'expression en Afrique? Ah oui, le cas de l'Afrique, franchement, par rapport à la privatisation, à la privation des citoyens de dire librement ce qu'ils pensent, c'est un sujet, malheureusement, qui est là aujourd'hui. L'Afrique aujourd'hui, il y a ces pays où, malheureusement, le peuple est privé
de sa liberté d'expression. Et alors, le fondement d'un État réel de droit, c'est basé sur la liberté d'expression. On est libre quand on est en mesure de dire ce qu'on pense sans porter atteinte aux autres. Vous comprenez? Voilà. Mais aujourd'hui, malheureusement, la plupart des États africains, il y a la restriction de la liberté d'expression. Voilà, malheureusement. Malheureusement. Ok. Moi, je vois dans plusieurs pays africains où les gens disent qu'il ne faut pas critiquer un chef d'État, qu'il ne faut pas critiquer un tel, qu'il ne faut pas critiquer un guide religieux, sous prétexte que c'est des gens qu'il ne faut pas toucher. Moi, je parle du principe selon lequel même Dieu qui nous a créés, quand tu l'insultes de 1000 fois, de 1000 manières, il ne va absolument rien faire. Pourtant, c'est lui, selon tout le monde, selon la majorité, qui est celui qui a créé le monde. Lui, quand tu l'insultes, il ne fait rien. Quand tu le critiques, il ne fait rien. Mais nous, dans nos propres États, dès que tu dis ce qu'un chef ne veut pas entendre, on vient te faire ceci, on vient te faire cela. Dès que tu dis, ben, tel ne devrait pas faire ceci, tel ne devrait pas se comporter comme ça, tu disparais totalement. Est-ce que l'Afrique peut se développer à cette allure-là? C'est une question très, très importante et qui est d'actualité. Une question très importante et d'actualité. Vous savez, les critiques, normalement, quand on fait une critique objective, constructive, c'est pour permettre à celui qui est critiqué de s'améliorer. En aucun cas s'attaquer à sa personne en tant que telle. Vous comprenez? Critiquer, c'est de faire ces suggestions, d'où l'importance de la liberté d'expression. Vous savez, on confond la liberté de nuire aux autres, parce que aussi, il faut que ces secteurs-là soient encadrés. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens, franchement, il faut l'amalgame entre la liberté de parler de la gestion de l'affaire publique, de la chose publique, et la liberté d'insulter, parce qu'il y en a aussi quand même, il faut quand même le reconnaître. Il y a des gens qui s'attaquent à des individus de manière vraiment irrationnelle, de manière injustifiée. Vous comprenez? D'ailleurs, c'est le moment, c'est l'occasion vraiment d'interpeller le département chargé de réguler ce secteur-là, vraiment de veiller à ce que ces gens-là soient vraiment bien encadrés, quoi. Vous comprenez? Ce secteur-là soit bien encadré. Vous comprenez? Mais en aucun cas, critiquer un chef d'État ou bien un ministre, en tout cas un responsable chargé de la gestion de la chose publique, en aucun cas, c'est un crime. Vous comprenez? Mais dans les grandes démocraties occidentales, mais on dit que chaque gestionnaire de la chose publique est soumis, chaque gestionnaire est tenu, obligé de répondre aux questions concernant les choses qui lui ont été confiées. Vous comprenez? La gestion. Oui, la gestion. Il doit être interrogé là-dessus. Mais bien sûr, parce que c'est tellement clair, ce que tu gères, c'est pas pour toi. C'est pour tout le monde. C'est un bien commun. Ben, c'est bien, c'est la chose publique. Ben, pourquoi tu es allergique quand on te pose la question, ben, monsieur, comment est-ce que vous avez fait de telle date, telle date? Pourquoi tu es allergique quand on te dit, ben, les routes là, ici, les routes sont pas bien faites? Pourquoi tu es allergique quand on dit qu'il n'y a pas de courant? Pourquoi tu es allergique quand on te dit qu'il n'y a pas de pétrole? Alors que c'est toi qui es le directeur de l'OPEP, de la SONAP, ou je ne sais pas quoi. Pourquoi tu es allergique quand on dit que les denrées de première nécessité coûtent cher, alors que tu es le ministre du Commerce? Pourquoi tu es allergique quand on dit que, monsieur le ministre de l'Intérieur, actuellement, l'insécurité bat le record dans la cité, nous avons peur? Pourquoi tu es allergique quand on dit que les postes frontaliers, là, les frontières chez nous ne sont pas sécurisées, alors que tu es le ministre de la Défense? Pourquoi? Ta mission, on t'a confié ça pour pouvoir gérer, c'est pas pour toi, c'est pour tout le monde. C'est la chose publique. Pourquoi tu es allergique? Le fait qu'on te dit que le ministre en charge de l'assainissement et de l'hygiène publique, par exemple, en cette période-là,
Pourquoi tu es allergique quand on dit que ceux qui nettoient les caniveaux, là, ils prennent les déchets, ils les mettent devant les caniveaux et quand la pluie tombe, les reversent ou les versent sur la voie publique. Pourquoi tu es allergique à ce qu'on te le dise? Mais c'est une manière de t'aider pour que tu comprennes que monsieur le ministre ou bien monsieur le directeur, quelque part où vous avez délégué vos agents sur le terrain, ils faillissent à leur devoir, à leur mission. Pourquoi tu es allergique à ça? Mais il y a un problème. Je pense que la plupart des gens auxquels on a confié la gestion des affaires publiques, ils oublient ce pourquoi ils sont là. Mais ce n'est pas un patrimoine privé ou personnel. C'est pas un héritage. C'est pour le monde entier. C'est pour tout le monde. C'est pour tous les Guinéens. Pourquoi tu es allergique quand on te fasse comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ça, c'est la meilleure question que tu as posée aujourd'hui. Mais je me pose des questions. Pourquoi ils sont allergiques à ça? Il y a une sorte de culture de la force qu'on a instaurée en Afrique qui fait que quand toi tu dis ce que moi je ne veux pas entendre et que moi je suis en position de force, je peux te terroriser banalement et que rien ne se passe. Donc ça fait que ceux-là qui peuvent aussi user de cette liberté d'expression, qui sont assis, qui sont spectateurs de ce qui vient de se passer, il y a cette peur qui s'installe. Ils ne peuvent pas parler parce qu'ils se disent que il m'a terrorisé parce qu'il a la force. Et moi, c'est quand j'use de ce même principe de la liberté d'expression, je peux passer par le même chemin. C'est triste quand ce que vous dites là, c'est triste que les gens censés de protéger la population vulnérable, les gens à lesquels on a eu confiance de gérer la chose publique, c'est vraiment triste de les voir se comporter ainsi. Et puis, c'est paradoxal. Pour ceux qui sont un peu conscients, tu te poses des questions, mais tu te dis, mais c'est quoi? Tu comprends pas. Tu comprends pas. Parce que ce qu'on t'a confié, c'est pas pour toi. La force publique, la puissance publique dont tu uses là pour faire du mal n'est pas une propriété à toi. Et puis, ce que tu es là-bas, c'est juste éphémère, c'est un petit temps. Tu quittes là-bas par la force des choses, tu vas quitter tôt ou tard. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Okay. Ouais. Est-ce que l'AES est né de la faiblesse de la CEDEAO? L'AES, qu'est-ce que c'est? Il faut le définir parce que déjà, il y a des gens qui entendent l'AES, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est l'AES. Alliance des États du Sahel. Les États du Sahel. Donc, c'est l'Alliance des États du Sahel. C'est cette alliance des États-là. Qui sont ces États-là? C'est le Mali, le Burkina et le Niger. Donc, ta question, tu dis que... Est-ce qu'ils sont nés de la faiblesse de la CEDEAO, cette institution qui se disait instaurer, créer une sorte d'intégration économique et politique en Afrique de l'Ouest? Oui, c'est une question très importante. Vous savez, la question de la création de la CEDEAO, comme on le dit, toute chose, il faut aller à sa racine. D'où ça vient? Pourquoi cette confédération? Pourquoi? D'où ça vient? La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, si j'ai la bonne mémoire, ils sont au nombre de combien? Je ne sais pas si c'est... Voilà. Vous savez, quelque part, la CEDEAO, sous le papier, c'est une institution, vraiment, c'est très joli à entendre, c'est très beau à entendre, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, quand tu regardes sa charte, les accords qui ont été signés, comment les États ont ratifié cette convention et autres là, c'est très beau. Mais dans la pratique, il y a eu des défaillances. Il y a eu des défaillances parce que, vous savez, il y a un moment, tout récemment, il y a 10 ans, 15 ans, l'Afrique avait connu une certaine stabilité démocratique. L'Afrique, je vais parler... de la généralité. Oui, mais plus particulièrement, je vais parler de l'Afrique de l'Ouest et côté francophone. Ouais, vous comprenez? C'est vrai. On a connu une certaine stabilité. Il n'y avait pas de coup d'État. Il n'y avait pas de coup d'État, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas d'affront avec l'Occident et tout. Donc, tout se passait bien. Je peux témoigner, par exemple, au cas du Mali. Je n'ai pas vécu ce temps avant la crise là, mais mes amis, mes connaissances qui y vivaient disaient que au temps de Toumani, général, le défunt Toumani
Touré, si j'ai la bonne, si je ne sais pas si c'est comme ça, lui, à son temps, vraiment, l'économie était florissante. Il y avait des touristes, il y avait des investisseurs étrangers qui venaient parce qu'il y avait la garantie institutionnelle. Vous comprenez, les investisseurs, parce que les investisseurs étrangers ne viennent pas dans un pays si ils ne sont pas garantis qu'en cas de contentieux, en cas de différend avec l'État ou avec des particuliers, que vraiment la vraie justice sera établie là-bas. Vous comprenez? Donc, à ce moment-là, il y avait cette stabilité. Mais après, plus tard, il y a eu des chefs d'État qui ont été, pour lesquels les populations ont voté, ils ont été élus. Ils ont été élus. Mais avant d'être élus, il y avait une constitution qui a été là. Ou bien, dès lors qu'ils sont élus, à 2-3 mois de leur mandat, ils modifient la constitution. Peu importe comment ils les modifient. Mais à l'expiration du mandat que eux-mêmes ils ont mis en place, après, ils cherchent encore à modifier, à tripatuer les constitutions. Mais d'où cette déstabilisation-là? Et la CEDEAO, elle a été avertie par les opposants. Une fois. Nous, on était jeunes, mais quand même, on est témoins de ça. Le cas du Mali, le cas de la Guinée, bah, parce qu'il faut appeler la chèvre par son nom. Oui, on est témoins de ça. On a averti, les opposants ont averti la CEDEAO. Ils disent, ce monsieur qui a été élu par nous, il est venu, il a modifié la Constitution, on a accepté. Il a mis la durée du mandat qu'il veut, on a accepté. Mais il a fait son second mandat, on a accepté. Mais à la fin, à l'expiration du second mandat, il veut encore tripatuer. L'excès. Bon. Oh. Mais la CEDEAO, elle était là. Elle était là. Malheureusement, c'est là où elle a montré sa faiblesse. Quelque part, la création de l'AES émane de la faiblesse, du manque de responsabilité de la CEDEAO. Il faut qu'on les montre du doigt. Je le dis et je l'assume. D'accord. Oui. La plupart de ces États-là, ils ont fait une sorte de rupture avec plusieurs pays en Occident, notamment la France. En l'occurrence, le Burkina récemment a rompu ses relations diplomatiques avec la France. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée, ça? Bon, vous savez, moi, je reste sous mes fins. Vous savez, aucun État ne peut rompre définitivement, totalement, ses relations diplomatiques et consulaires avec un autre État à ce 21e siècle. Moi, je trouve que ce n'est pas une idée qu'il faut encourager. Vous comprenez? Ce sont les jeunes militaires qui sont au pouvoir. Ce sont des militaires, ce ne sont pas des civils, ce ne sont pas des bureaucrates. Vous comprenez? Ils doivent laisser la place à la diplomatie, au dialogue. Il faut dialoguer avec les partenaires, les homologues étrangers. Vous comprenez? Vouloir montrer sa force en coupant le pont avec nos partenaires étrangers, moi je trouve, ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est une grave erreur. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas une bonne démarche? Dans la mesure où il est en train de rompre, il est en affront avec ses partenaires historiques. Les États-Unis, par exemple. J'ai vu la dernière fois, à vérifier, dans la presse écrite, comme quoi l'Amérique interdit de donner le visa aux citoyens burkinabés. Vous imaginez l'impact de cela sur l'économie du Burkina? Et sur le plan scientifique, les étudiants qui doivent y aller pour s'enrichir, pour étudier, pour revenir servir leur pays, et les investisseurs, et le tourisme, et etc. Mais pour quelle raison? Moi, je conseille, c'est une occasion de profiter de cette plateforme pour dire à mes frères de l'AES de renouer les dialogues, de faire en sorte que, à travers les ministères des coopérations internationales ou des ministères des Affaires étrangères, de normaliser les relations avec leurs partenaires historiques. Mais ces gens-là ont toujours été avec eux et on a vu comment ces pays-là étaient sur la voie de développement, ça n'allait pas, il y avait des crises à répétition dans ces pays-là. S'ils trouvent juste, selon eux qui vivent dans ces pays-là, de rompre les relations avec ces gens-là, qui sommes-nous pour les juger? Non, nous ne les jugeons pas.
nous ne les jugeons pas, nous disons ce que nous pensons, avec humilité et modestie. On ne les juge pas. Ils sont libres au nom de comment on appelle ça? Détermination. Détermination. On est loin de l'ingérence dans les affaires internes des États souverains, vous comprenez? Ils sont libres, mais en tant que nous, Africains, pays frères, nous sommes des frères, vous comprenez? On peut leur dire ce que nous jugeons bon. Parce que c'est une partie de nous. C'est une partie de nous, quelque part, parce que il est regrettable, par exemple, de voir que un pays comme le Burkina Faso fait l'affront avec les États-Unis, la première puissance économique et militaire et technologique du monde. Mon frère, ils vont tourner en rond, après, ils vont revenir à la table des négociations. La diplomatie doit gagner surtout. La diplomatie, le dialogue. Il faut qu'il dialogue. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les raisons, il ne faut jamais couper les relations diplomatiques avec l'État, grand qu'il soit ou petit qu'il soit. D'ailleurs, c'est les fondements d'une vraie démocratie. Vous comprenez? Comment vous pouvez faire dos aux Américains, après vous faites face aux autres? Mais ce que tu oublies, c'est que ces chefs d'État-là, tu fais dos à l'autre, celui vers lequel tu vas là, lui, il est ami avec l'autre. Est-ce que ça veut dire que l'Afrique ne peut pas se développer sans l'Occident? L'Afrique a besoin de tous les pays du monde entier, de tous les continents pour se développer. Nous avons besoin de tous les continents. Vous comprenez? On ne peut pas dire qu'on va se développer sans tel ou bien sans tel. Vous comprenez? Le monde tourne. Le monde tourne. C'est un cercle. Ce cercle-là, tout le monde doit être dans le cercle. Vous comprenez? Voilà, Mais il y a quand même de mauvais partenaires dedans. Oui, mais ça, c'est à revoir. Ça à revoir. C'est pourquoi je conseille aux États africains, c'est une occasion aussi de cette plateforme de créer des structures d'intelligentsia, des gens qui réfléchissent sur chaque État, comment, avec quel partenariat, comment mettre en place nos partenariats avec tel État et avec tel État. Vous comprenez? Mais ce qui est vrai, ce que je pense comme vrai, vous comprenez? Je parle avec humilité, bien sûr, c'est que il faut que les États réussissent à maintenir les relations avec tous les États. L'Afrique a besoin de tous les États. Tous les États, grands qu'ils soient, petits qu'ils soient, nous avons besoin de tous les États pour qu'on puisse se développer. On n'exclut aucun partenaire, dit que toi, on ne veut pas être avec toi. Méchant qu'il soit, il a des côtés positifs. Méchant qu'il soit, mauvais qu'il soit, comme tu as su qu'il est mauvais, comme tu as su qu'il n'est pas bien, déjà tu as compris qu'il n'est pas bien. Donc, le fait que tu as compris qu'il n'est pas bien, maintenant tu sauras comment le gérer. Tu sais, il y a un adage chez nous ici, c'est les sous-sous. Il y a un adage qui dit que le troupeau, chaque bétail a son fouet avec lequel tu l'orientes. Donc, nos homologues là, nos homologues étrangers, comme on sait maintenant, tel là est dangereux sur tel plat, il est mauvais par là, c'est ce qu'il fait. Voilà le mauvais qu'il nous inflige. Tout ça, comme vous avez connu, mais vous savez maintenant comment gérer ça. Mais cela ne veut pas dire que tu vas couper le... Non. Si, c'est une faiblesse. Moi, je trouve ça une faiblesse. Regardez le cas du Mali. Le ministre des Affaires étrangères malien, c'est une occasion de profiter de cette plateforme. Je ne m'ingère pas dans les affaires internes du Mali. Mais moi, je trouve que, en tant que citoyen africain, en tant que Mali, pays frère, moi, je trouve que la méthode par laquelle le ministre des Affaires étrangères malien passe pour, brouiller les relations avec les partenaires occidentaux, en l'occurrence la France et autres, vraiment, moi, je pense qu'ils doivent revoir copie. Ils doivent faire en sorte qu'ils mettent la balle à terre. Peut-être qu'ils l'ont essayé, que ça n'a pas marché. Oh non, mais la diplomatie, c'est pourquoi la diplomatie a été créée. La diplomatie, c'est pour les gens qui cherchent la normalisation, la paix, le vivre ensemble, accepter l'autre tel qu'il est, après avec ses principes, ses mécanismes. Vous comprenez? La diplomatie ne se fatigue pas. C'est vrai, quelquefois il peut arriver qu'il y ait... Des couacs. Des couacs, c'est normal, c'est toute relation humaine, c'est comme ça. Mais il faut que, le dialogue prenne dessus surtout. Voilà. Okay. Voilà. Est-ce que dans notre pays, la prostitution doit disparaître totalement ou il faut l'encadrer légalement?
La prostitution, elle doit disparaître totalement ou il faut l'encadrer légalement? Oui, ça c'est une très bonne question. Vous savez, il y a de ces questions, par rapport aux réalités de notre communauté, par rapport aux valeurs de notre communauté. Vous savez, il n'est pas facile de les aborder. Vous comprenez? Si tu prends le cadre de la prostitution, l'encadrer ou La faire disparaître. la faire disparaître. Je vais te dire une chose aujourd'hui. Aucun État ne pourra faire disparaître la prostitution. La prostitution, comme on a l'habitude de le dire, que c'est le métier le plus vieux métier du monde, c'est la prostitution. L'encadrer aussi encore, mais c'est mieux. Mais comment dans un pays comme chez nous ici, mais si tu soumets un tel projet à l'Assemblée nationale comme quoi ben, l'État autorise les prostituées à se prostituer au paiement de tel TVA à l'État, ben, tu vas voir, nos parents, ils vont pas accepter cela. C'est comme dire que, parce que l'Assemblée, il y a là-bas les députés. Les députés, ils sont élus par qui? Par nos papas, nos mamans, nous. Donc ça veut dire qu'ils parlent à notre nom. Donc c'est comme si on a dit que oui, nous acceptons que nos filles, nos sœurs, etc., se prostituent. Vous comprenez? Donc pour moi, ça c'est des questions très sensibles de notre société. Vous comprenez? Légaliser ou faire disparaître ça, il ne faut même pas rêver. Maintenant, sa légalisation, ça reste question ouverte. Voilà. Avec le temps, on verra comment ça va se passer. Donc pour le moment, ce n'est pas possible. Ah ben, je ne peux pas le dire parce que je suis ni juge ni député. Mais la réalité du terrain, tu verras que pour le moment, c'est des questions voilà, qui restent libres. Voilà. Est-ce que se prostituer, c'est une faute à la société ou une faute à la personne qui se prostitue? Ça, c'est une très bonne question. Vous savez, ça, c'est des questions sociétales. Vous voyez, ce n'est pas des questions, c'est pas des sciences. C'est pas des sciences. Est-ce que tu dis quoi, la prostitution? Oui, est-ce que c'est la faute à la personne ou bien à la société? À la société. Ici, les responsabilités, selon moi, ça n'engage que moi, les responsabilités sont partagées. Sont partagées dans la mesure où, par exemple, on met les enfants au monde, on n'a pas les moyens de souvenir à leurs besoins. Et après, avec la modernité, les enfants, ils veulent avoir les mêmes portables, les mêmes mèches, les mêmes coiffes, comme leurs copines du quartier, de famille, et etc. Ben, elles tentent de gagner de l'argent avec ses parents en vain et avec ses partenaires en vain. Eh ben, la voie la plus fiable pour elles, plus sûre, ben, c'est de se vouer à cette pratique ignoble. Voilà. Mais dire que la société, quelque part, la société a sa responsabilité, mais d'autre part, c'est la personne même là, qui se prostitue là, qui veut se prostituer. Tu sais, ce n'est pas une science exacte. Hein. Est-ce que la prostitution n'est pas un résultat du capitalisme? Parce que, d'une manière ou d'une autre, la société contraint chaque individu à chercher ce profil-là. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les êtres humains qui ont la chance de se diriger vers telle opportunité pour avoir de l'argent. Ce n'est pas tout le monde qui a la facilité de trouver de la... Pas facilité, ce n'est pas tout le monde qui a le sens de l'opportunité pour dire, bon, je vais aller vers telle chose pour gagner de l'argent. Certains trouvent juste parce que toutes les portes leur ont été fermées de se diriger vers des choses comme telles. Vous savez, ça, c'est des questions, comme je te dis, ce ne sont pas des sciences. Vous comprenez, c'est des questions de la société. Vous comprenez, les personnes qui se prostituent, quelque part, c'est elles-mêmes qui veulent se prostituer. Tu sais, quand tu as parlé du capitalisme, quand on revient en arrière, en économie, avant le capitalisme, le socialisme, le communisme, le prolétariat et autres là, je fais allusion au cours de l'économie, les copeaux là. Vous comprenez? Ben, faut pas oublier que depuis ces temps-là, la prostitution, elle a toujours existé, elle existera toujours. Vous comprenez? Donc, pour moi, le capitalisme, tu sais, comme tu as touché à la partie de régularisation, il y a des pays aujourd'hui qui ont encadré. Je pense que même ici en Afrique, hein, si tu prends le cas du Ghana, la Côte d'Ivoire, je ne suis pas allé au Ghana,
Mais selon les informations à vérifier, au Kenya et autres, il y a de ces pays où c'est encadré. Ça dit que les prostituées, libre à toi, tu veux vendre ton corps, ça n'engage que toi. Mais l'État dit, si tu dois vendre ton corps, nous, on prélève notre part. Ok, ça devient un business. L'État. Dans les autres pays, ils ont réglementé. Vous comprenez? Parce que eux, ils ne peuvent pas dire qu'il n'y aura pas de corps. Ils ne peuvent pas. Ça, c'est humain. En droit, il y a un principe qu'on appelle le principe de l'autodisposition du corps. C'est ta faculté à l'être humain de décider de quoi faire de son corps. Est-ce que peut-être, en vertu de ce principe-là, certains États ne partent pas de ça pour encadrer la prostitution? Oui, peut-être. Hein, peut-être c'est à eux d'interpréter leurs lois là-bas. Vous comprenez? Mais ce que je sais, c'est que cette prostitution-là, elle ne disparaîtra jamais. Elle existera. Toujours. Maintenant, la réglementer. Libre à chaque État. Voilà. Parce que chaque pays a ses réalités, a ses valeurs. Vous comprenez? Comme je vous dis, si on soumet un tel projet à notre Assemblée nationale, je ne sais pas pour la prochaine génération, mais c'est pour cette génération qui est là-bas, et qu'ils comprennent le contenu, le fait de soumettre un tel projet à l'Assemblée nationale, le fond, avec une discussion sérieuse. C'est une manière de dire qu'eux-mêmes qui sont là-bas, quand ils acceptent que leurs filles se prostituent, la réglementation, quoi. Donc, moi, je pense qu'on préfère laisser comme ça à la nature. Ben, voilà. Silencieuse. Voilà, hein, peut-être un jour viendra. La génération, après des millénaires, peut-être. Mais pour cette période-là, maintenant-là, moi, je ne pense pas que ça serait une idée recevable. D'accord. Est-ce que la vie humaine est banalisée en Guinée? La vie humaine est banalisée. Ça, c'est une très, très bonne question. Vous savez, votre podcast, j'ai l'impression qu'on vit. On vit les réalités, les vraies réalités. Vous posez les vraies questions de notre société. La vie, je n'ai jamais vu un pays au monde où la vie est banalisée comme en Guinée. Pourquoi? Je m'explique. Vous savez, on a dit que pour connaître qu'une vie est banalisée dans un pays, il faut se référer à trois choses. La première chose, les hôpitaux, la santé. La deuxième chose, les cimetières. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est les prisons. Les hôpitaux. Quand je vais parler tout de suite, il y en a qui vont me dire, parce que vous savez, il y a des gens qui prennent un cas sur 1000. Moi, je parle de cas général. Et puis, je ne suis pas là pour m'attaquer à qui que ce soit. Moi, je suis là pour parler de ce que j'ai vu et pour que ça change. C'est le but. Ce n'est en aucun cas, aucun objectif de s'attaquer à un tel... Loin de là. Vous comprenez? Nous avons des problèmes de banalisation de la vie humaine ici en Guinée. Ah, mais tu tombes malade ici, tu vas à l'hôpital. Mais il n'y a rien qui est prévu pour que tel qui est malade, il vient. La première chose, c'est de s'occuper de l'humain. Ici, c'est l'argent d'abord. Il faut que tu donnes de l'argent, sinon les médecins ne vont pas s'occuper de toi. Malheureusement. L'État doit faire, je profite de cette plateforme pour dire à l'État, bien sûr, ils ont fait beaucoup d'efforts. Vous comprenez, je vois souvent les personnes, les indigènes là, ils octroient, mais ça c'est un cas sur 1000. Mais, comme on dit, pour toutes choses, il faut un début. C'est bien, ils ont commencé. Mais nous exerçons l'État à faire beaucoup plus. Parce que aujourd'hui la Guinée, officiellement, nous sommes plus de combien? Plus de 17 millions et quelques. Ça, c'est officiel. Ben, la statistique officielle. Mais dans la réalité, on est aujourd'hui 20 et quelques millions d'habitants. De Kassa à Yomou là-bas. Mais les 20 millions de personnes, je peux le dire ici devant vous, et je l'assume, il n'y a pas 1 million de personnes qui est capable, quand il est malade, de se prendre en charge. Hein? Ce n'est pas un cas sur 1000, ça. Ce n'est pas grave, ça. C'est très grave. Tu tombes malade aujourd'hui en Guinée, ici. Si tu n'as pas d'argent, mais tu meurs.
Ici, tu vois ton parent mourir, tu n'as pas les moyens de subvenir à ses besoins. Tu ne peux pas aller lui acheter les médicaments. Tu peux pas l'évacuer dans une clinique adéquate. Vous comprenez? Les prisons. Les prisons, ben là, le ministère de la Justice, vous comprenez? C'est vrai, actuellement, ils sont en train de faire des efforts. Parce que la dernière fois, j'ai vu le ministre les gardes des Sceaux, je l'ai vu à Kindia là-bas, quand il était parti là-bas, pour vérifier l'état, comment on appelle ça, l'état Des infrastructures pénitentiaires. Voilà. Et le ministre lui-même, vraiment, il a reconnu qu'il doit faire des efforts pour que la vie humaine soit respectée. Les prisonniers aussi, c'est des humains. Comme nous, et puis tout le monde peut se retrouver là-bas. Donc là, il faut qu'il y ait vraiment des structures qui permettent à ces gens-là de vivre dignement, d'avoir accès aux soins là-bas à l'hôpital, comment on appelle, au sein des structures pénitentiaires. C'est normal. C'est leur droit aussi. Vous comprenez? Et quand tu... Comment? Oui, allez-y. Les cimetières, si tu prends les cimetières, tout le monde le sait, on peut pas... Il y a un système qui est mis en place aujourd'hui, le système de remblayage des cimetières à Conakry ici. Quelqu'un meurt, on le met quelque part là-bas. Après 6 mois, tu reviens, on ne peut pas te dire c'est son papa, ou bien c'est sa grand-mère, ou bien c'est sa maman qui est couchée là-bas, ou c'est son fils. Non, quand la personne meurt, après, voilà, on le jette là-bas. C'est jeté. C'est jeté. Ton parent. Dans les autres pays, si quelqu'un meurt, là où on le met, même après 100 ans, tu le retrouves là-bas. Bien sûr qu'il y a les modalités. Il y a ces pays où il faut payer. Il y a ces pays où on ne paye pas. Mais la vie est respectée. La vie humaine est respectée. Chez nous, ici, Conakry, surtout l'agglomération de Conakry, je n'ai pas vu une zone en Guinée où la vie humaine est banalisée plus qu'ici à Conakry. On jette les humains. On les jette. Mais il y en a ce que je dis là. Beaucoup le savent. Ils peuvent vous témoigner dans leurs commentaires quand vous allez publier votre émission. Tu vas lire ce qu'ils vont dire. Je n'accuse pas. Je ne m'attaque à personne. Mais c'est une réalité. Et moi, je suis triste quand je vois des familles, par exemple, vous partez pour creuser la tombe de quelqu'un, ils déterrent les os. Après, ils mettent l'être humain, après on met à côté de lui là-bas. C'est inhumain. C'est inhumain et dégradant et c'est triste. Donc, je pense que c'est une occasion de dire au ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat de faire en sorte que quand ils font des lotissements, vraiment qu'ils respectent ces consignes-là, qu'ils respectent, qu'ils donnent suffisamment de la place aux citoyens afin qu'ils puissent vraiment dignement enterrer nos morts. Parce que quand quelqu'un meurt, vous savez, imaginez un père de famille qui a sa femme, qui a ses enfants. Vous comprenez? Quand il meurt, mais quelques temps plus tard, les enfants vont se poser des questions. Où ils ont enterré mon père? Où ils ont enterré ma mère? Pendant les fêtes, pendant les événements, il y a des familles, quand ils sont en conflit, ils n'arrivent pas à se retrouver. C'est devant la tombe de leurs parents, ils vont aller là-bas. Quand ils vont aller là-bas, cette réalité va les rappeler. Ils vont tous mettre là-bas la terre. Ils vont se recueillir devant les tombes de leurs parents. Mais ici, on jette les corps. Comme des animaux. Même plus que les animaux. Où est l'humain? Tout le monde veut avoir la maison, des terres par-ci, par-là. Tout le monde est... On est obsédé. Obsédé par l'acquisition foncière. Ok. Est-ce que tu penses que la religion doit être au-dessus d'une nation? La religion déjà? Est-ce que la religion doit être au-dessus d'une nation? Est-ce que la religion doit être au-dessus d'une nation? Vous savez, la question de la religion, la religion, elle est très importante. Comme disait mon grand frère, Abraham Santi, il dit, la religion, même si elle n'est pas vraie, mais elle est venue pour réguler le comportement de l'humain. Pour cadrer le comportement de l'humain. La religion. C'est-à-dire qu'eux, ils voient de cet angle-là. Même si, voilà, c'est pas vrai, mais le contenu, le fond, quand tu regardes, quand tu lis très bien, tu interprètes bien, tu comprends, tu sauras que la religion n'est pas venue pour faire du mal à l'humain, à l'humanité. Loin de là. La religion, pour moi, ça doit être même un moyen, un outil de développement puissant. De construction de la nation. Oui, si tu prends le cas des États-Unis, l'Amérique,
si tu regardes le dollar américain, il est écrit là-bas, In God we trust. Ce que je dis là, c'est vérifiable. Regarde, prenez, quelqu'un n'a qu'à prendre $1. Peu importe. Le montant, $200, tu regardes au dos, vérifiez, après vous allez voir. C'est écrit là-bas en anglais, In God we trust. Ça veut dire quoi? En Dieu nous croyons. Mais ça ne les empêche pas de massacrer des populations. Ça n'engage que eux. Vous savez, croire en Dieu et ne pas faire du mal, c'est deux choses différentes. Il y a des gens, ils croient en Dieu, ils savent que Dieu existe, ils savent qu'il y a la punition de Dieu, mais ils font le mal. C'est deux choses différentes. C'est pas parce que tel croit en Dieu et il fait pas du mal. Ça, c'est deux choses différentes. L'humain et la pensée humaine et les actes humains sont différentes. Vous comprenez? Les Américains, sous leur monnaie là-bas au dos, c'est écrit In God we trust. En Dieu nous croyons. Donc pour toi, réponse simple, la religion doit être au-dessus de la nation. La religion, dans la mesure où au-dessus de la nation, parce que pour moi, oui. Pourquoi? Parce que la religion, c'est des bonnes valeurs. Parce qu'une nation qui n'a pas de bonnes valeurs, c'est une nation perdue. C'est comme une famille qui est abandonnée à elle-même, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a aucune valeur qu'on défend. Mais une nation, il faut prendre le cas du Sénégal. C'est une occasion de rendre hommage à mes frères sénégalais, des Nangadef. Nangadef là-bas au Sénégal. Oui, parce que eux, en dépit de tout ce qu'on dit d'eux, mais ils prennent la religion comme ça. Ils sont très, très, très croyants. Et c'est cette croyance-là qui les permet. Il faut voir aujourd'hui comment le Sénégal s'est développé. Je suis parti à Dakar. Quand tu vas à Dakar, il y a de ces endroits où tu te dis, est-ce que je suis en Afrique? Et pourtant, leur socle, leur âme, c'est la religion. Les grands religieux là-bas à Tivaouane, c'est une opportunité de saluer là-bas nos amis qui sont là-bas à Tivaouane. Ils ne connaissent que Dieu. Ils ne parlent que de Dieu. Et qui parle de Dieu parle des bonnes valeurs. Ces valeurs-là, c'est quoi? C'est d'avoir peur de faire du mal. C'est être sérieux. Travailler. Vivre de ça. Vous comprenez? La religion ne fait pas l'apologie de, comme certains le pensent, la religion, pour eux, la religion, c'est pour les faibles. Comment ça, c'est pour les faibles? Ceux qui interprètent de cette manière, ça n'engage que eux. Maintenant, libre à ceux aussi qui prennent la religion, qui considèrent la religion comme un outil puissant pour leur évolution mentale, économique et autres. Vous comprenez? Voilà. Donc, pour moi, la religion pourrait être au-dessus de la nation dans la mesure où vraiment, la nation, dans sa majorité, pratique convenablement cette religion. Parce que la religion, vraiment, comme je vous le dis, ça n'engage que moi, je parle avec humilité et modestie. La religion, vraiment, c'est de sortir l'homme de l'ornière. D'accord. Amener l'homme vers la lumière. Cette lumière, c'est contre l'injustice, contre la paresse. Travailler. Les vrais états religieux, ils travaillent. La religion n'est jamais pour les faibles ou les fainéants. Ah non. Si on rentre dans ce cercle-là aussi, vous allez voir, le développement, ça sera autre chose. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Uh-huh. Est-ce que l'actualité ou ce qui se passe actuellement, la réalité au niveau de l'Afrique du Sud, ce n'est pas la traduction du désamour interne qu'on a dans nos États, dans nos communautés. Le fait que, par exemple, quand un Soussou veut marier une Peul, ce n'est pas possible. À l'interne, il y a plusieurs réalités comme telles, pas forcément liées au mariage. On ne s'aime pas entre nous. Quand moi je vais collaborer avec un Malinké, il y a parfois des barrières qui peuvent ériger. C'est un peu partout en Afrique. Est-ce que ça, ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud, ce n'est pas un petit spécimen d'une réalité profonde qui existe entre nous? L'Afrique du Sud, le problème c'est quoi? C'est l'exxénophobie. L'exxénophobie, c'est quoi? C'est le fait de ne pas aimer voir les étrangers, les non-nationaux dans votre pays. Ils ont peut-être les raisons à vérifier. Mais ce qui est sûr, moi, de mon côté, ça n'engage que moi, je profite d'ici pour dire que moi, personnellement, je condamne fermement l'exxénophobie entre le peuple black. Yeah. This is an opportunity for me to talk to our brothers in South Africa. Yes. How you black people can say that you don't want to see your brothers, Africans, in your country? You remember, you know your history, you forget when you was in apartheid,
when Nelson Mandela came in Guinea, in all Africa, to find the support to help them to get their independence. Where you were at that time. But I think this new generation, cette nouvelle génération de l'Afrique du Sud là, c'est une génération, je peux me permettre de le dire avec la plus grande fermeté, c'est une génération perdue. Ah bon? Bien sûr. Perdue dans la mesure où eux, ils connaissent même pas qui ils sont, ils connaissent pas leur histoire. S'ils connaissaient leur histoire au moment où Nelson Mandela sillonnait toute l'Afrique pour trouver de l'aide, pour qu'ils sortent de l'injustice apartheid. Aujourd'hui, ils sont là, ils disent que les Africains noirs qui sont... Et puis, c'est pas autre que... Est-ce que vous les avez vus contre les Blancs là-bas? Et pourtant, il y a des Blancs étrangers là-bas. Pour information vérifiée, il y a des Blancs étrangers là-bas. Why against the black? Why black against the black? This is the big problem. So, c'est une occasion pour moi de dire à nos frères sud-africains que vraiment de mettre la balle à terre et de revenir à la raison. C'est pas le bon moment, franchement. Et c'est une honte. C'est une honte. D'accord. Oui, l'histoire les regarde. Le monde entier les observe. Comment est-ce que les Noirs... ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont mis à terre, ils ont piétiné tous les efforts qui ont été fournis par Marcus Garvey, par Haile Selassie, par Nelson Mandela lui-même. Parce que lui, il a fait la promotion d'une Afrique unie. Je me demande si Nelson Mandela était vivant. Comment est-ce qu'il allait réagir face à ces petits-enfants qui sont en train de ternir, qui ont déjà terni l'image de l'Afrique du Sud dont tout le monde était fier? Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé avec cette Coupe du Monde-là? Les gens ont préféré... ils ont été boycottés. Ils ont été boycottés. Par les propres Et puis moi, je peux aller au-delà parce que je regarde, je vois souvent à la télé, il y a une chaîne, la 32, la A+, là, on passe les émissions des séries sud-africaines. Là. Moi, je profite de cette plateforme pour dire de stopper tout ça. Ah bon? Oui, bien sûr. Parce que si tu veux vivre en autarcie, ben, on va t'aider à vivre. Tu comprendras que tu ne peux pas vivre seul. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à nos frères de l'AES. Là. On ne peut pas vivre, aucun pays ne peut vivre seul. On a besoin de tout le monde. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, si tu prends le cas de la Guinée. Je suis juste parti de la Guinée pour parler d'un exemple là, un peu plus global, d'une réalité globale. Ah oui, mais... On ne s'aime pas entre nous, entre Africains. Vous savez, c'est triste. Il y a même en Occident là-bas, tu vas voir que les autres couleurs là, ils sont plus gentils, ils sont plus cool avec les Noirs que les Noirs entre eux-mêmes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on dirait qu'il y a un système qui... Tu sais, il y a des gens qui sont capables de faire ça. Le système de se détester. Et il n'y a pas le meilleur système qui réussit presque plus que le système qui mène à se faire détester. La haine. La haine de soi-même. Les Guinéens ici, le cas, elle est catastrophique. Il est catastrophique. Parce qu'aujourd'hui, les ethnocentristes, là, les ethnos, là, il y a des Guinéens aujourd'hui, ils ne veulent pas avoir affaire avec quelqu'un qui n'est pas de son ethnie. Si tu es Peul, il veut être avec Peul. Son ami, c'est Peul. Tout son entourage, c'est Peul. Même dans son bureau, hey! Même dans son bureau, les amis avec lesquels il va en pause pour aller manger, ce sont des Peuls. Si tu prends 100 cas, 99 cas, c'est comme ça. Les Soussous, pareil. Même à l'école, hey! L'État doit, je profite de cette occasion pour dire que vraiment, l'État doit tout faire pour barrer cela. Même dans les mosquées, même dans les églises, même dans les marchés, même dans partout. Le Guinéen, c'est triste, c'est dommage. En même temps, ces mêmes Guinéens-là qui disent que ouais, moi je vais avec mon ami Soussou, ou bien avec mon ami Peul, ou bien comme ça, il quitte sa région natale, ou bien où ses ancêtres là viennent, il quitte là-bas, il vient chez les autres. En même temps, il veut montrer que lui, il veut être avec sa communauté. Mais ça veut dire quoi ça? Nous sommes une république. Depuis qu'on a décidé, tu sais, cette histoire de république là, c'est récent, hein? C'est récent. Vous comprenez? Sinon, avant, il n'y avait pas de république, chacun était chez lui. Car
C'est cette histoire de république-là qui a fait qu'on dit que la Guinée, elle est unie et indivisible. C'est notre constitution, ça a une valeur. Tous les Guinéens sont un et indivisibles. Vous comprenez? Mais avant ça, comment est-ce qu'on vivait avant ça? Maintenant, si on a accepté de mettre en place notre république, les principes, les valeurs de la république, c'est ce qu'on doit inculquer, c'est ce qu'on doit appliquer. C'est clair. Énorme plaisir de te recevoir dans notre podcast pour discuter de ces sujets très très importants. Je suis bluffé. Merci pour cette masterclass. Alors, est-ce que tu as un dernier message à la communauté? Le dernier message, je vous remercie, hein, vous et votre équipe, je vous remercie de ce privilège que vous m'avez accordé, parce que je considère comme un privilège. Vous savez, le fait d'être questionné par rapport aux questions de son pays, aux problèmes, aux réalités de son pays, et de son continent et du monde entier, c'est un privilège que tout le monde n'a pas, et je suis très reconnaissant de ce que vous avez fait pour moi. Et mon dernier mot, c'est quoi? J'appelle tous les pays du monde entier à se ressaisir, à mettre la balle à terre. Vous comprenez? De privilégier le dialogue. Le dialogue, c'est la meilleure façon de mener tout jusqu'au bout. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les divergences d'idées, moi, j'appelle tous les pays du monde entier, vous comprenez, à se ressaisir, à faire la table de dialogue. Vous comprenez, si je prends le cas de ce qui se passe aujourd'hui en Iran là-bas, avec les Américains, ils n'ont qu'à mettre la balle à terre, ils n'ont qu'à privilégier la diplomatie, le dialogue. Si je prends le cas de nos pays ici, au Sahel, AES, vous comprenez, je vois que ce sont des jeunes régimes agités, mais je les appelle bien sûr, à se ressaisir et à mettre la balle à terre, à renormaliser leurs relations avec leurs homologues étrangers. Le cas, espèce de notre pays, la Guinée ici, j'appelle les Guinéens à se ressaisir aussi, tu vois, à la paix, à l'unité. Vous comprenez, mais la vraie paix, la vraie unité, être sincère, vous comprenez, de s'accepter. D'accord. Merci, grand plaisir. Chère communauté, on était avec Mohamed Souma pour tous ceux qui aiment nos podcasts et pour surtout tous les gens qui ont des messages, qui ont des histoires passionnantes, qui ont des histoires intéressantes, surtout des histoires dissidentes. N'hésitez pas à nous contacter. Ici, c'est un espace de démocratisation de la parole, un espace conçu pour tout le monde. N'hésitez pas à nous contacter. On va se faire le plaisir de vous inviter et de vous écouter. Merci, au prochain épisode. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence.